Bonsoir. Bon, on va pouvoir y aller, hein. Je vous souhaite un bon spectacle. Hein. Je vous ai ramené de la terre. Attention, hein, c'est une terre spéciale. Ah oui, c'est la terre de mon jardin. C'est la terre que je cultive avec amour. En octobre 2010, moi, je suis allé m'installer à la campagne. Avant ça, moi, j'étais un citadin, hein, j'habitais à Rouen. Hein. Puis voilà, à la fois par conviction, puis par envie, j'ai fait mon retour à la terre. Alors, en m'installant à la campagne, moi, j'avais plein d'envie. Hein. Alors, je voulais plein de place. Je voulais un potager, des poules, des poussins. Moi, j'ai compris après que pour les poussins, il fallait aussi avoir un coq. Bon, mais mis à part le coq, globalement, mon installation s'est très très bien passée. Faut dire, j'ai choisi la dernière maison de mon village. Ce qui fait qu'autour de moi, il y a un seul voisin, Bertrand. Puis pour le reste, c'est de la prairie. Il y a des petits bois, c'est légèrement vallonné. Le soir, on a des couchers de soleil magnifiques. La petite maison dans la prairie. Vous voyez le genre? Et donc, en m'installant là, j'ai vraiment éprouvé quelque chose comme de la sécurité. Je me disais, voilà, là, tu vas être heureux, tu vas être bien. Et donc, dans ma vie, il y a eu une vague de sérénité. Et cette vague de sérénité, elle a grossi. Elle a grossi, elle a gagné en puissance, elle a pris de l'ampleur, jusqu'à se transformer, 6 mois plus tard, ça doit être l'effet papillon, en un tsunami. Au Japon, c'était le 11 mars 2011. Je vais vous noter la date, c'est important. Parce que ça m'a rappelé une autre date, à savoir le 26 avril 1986. Alors, j'imagine qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent peut-être ces dates. Je vous dis, c'est interactif, hein. Lâchez-vous, c'est le moment. Donc là, c'est Fukushima, et là, c'est Tchernobyl. Voilà. Quand j'avais 20 ans, j'ai lu ce livre de Svetlana Alexievitch, La supplication. Sous-titre du livre, Tchernobyl, chronique d'un monde après l'apocalypse. Si un jour vous lisez ce livre, je vous conseille de vous équiper à minima. C'est-à-dire, vous vérifiez que vous avez 2-3 tablettes de chocolat dans le placard. Limite une bière ou deux dans le frigo. Et important, vous vérifiez que vous avez des amis à qui téléphoner après avoir lu le livre. Ah non, ça va vous plomber, hein. Ah non, moi j'avais 20 ans, c'était limite la crise d'angoisse. Je me disais, mais si ça a pété là-bas en Biélorussie, ça veut dire que ça peut péter aussi ici en France. Et les adultes là, papa, maman, faut arrêter les centrales, hein. Hop, 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 mon garçon, on se calme, on se calme, on se calme. Non, parce que j'ai la chance de vivre dans un pays où on nous répète assez régulièrement qu'on a les centrales les plus sûres du monde. Par ailleurs, on a expliqué aux jeunes de 20 ans que Tchernobyl n'était pas une catastrophe nucléaire, mais une catastrophe soviétique. Du coup, moi, ça m'a soulagé. Je me suis dit, en fait, il n'y a pas à s'en faire, tout va bien. Et du coup, plus tard, quand on me demandait mon avis sur le nucléaire, moi, je répondais, oh, vous savez, moi, je suis ni pour, ni contre, bien au contraire. En vrai, j'étais pas ravi à l'idée d'avoir des centrales sur mon territoire. Mais globalement, j'avais arrêté de me poser des questions sur l'origine de mon électricité, tout content que j'étais de la consommer. Et paf, 11 mars 2011, Fukushima. Ah, je me souviens de ce soir-là. On est 3 jours après Fukushima, je crois. Moi, je suis dans un de ces bars ultra modernes. Vous savez, un de ces bars avec 3 écrans géants qui font que, où que vous tourniez la tête, de toute façon, vous êtes obligé de voir les images. Toutes les 15 minutes, il y a le spot de BFM TV qui passe en boucle. Et ce soir-là, c'est l'explosion du réacteur 3. Il y a peut-être des hippies dans la salle qui n'ont plus la télé depuis 10 ans. Du coup, je résume, hein, d'accord? Donc, un tsunami qui arrive sur le Japon, hop, voilà, qui balaye toute la centrale électrique, plus d'électricité. Du coup, les réacteurs surchauffent et successivement, ils vont exploser un par un.
Il y en a 3 comme ça, mais l'explosion du réacteur 3, c'est froid. Ah, c'est la plus spectaculaire. Waouh! Vous avez une colonne de poussière qui monte dans l'atmosphère, un geyser de gravats, et les blocs de béton qui retombent. Et tout autour de moi, dans ce bar, les consommateurs qui commentent la grosse catastrophe. Dans les jours qui ont suivi, moi j'étais dans mon jardin. Bah ouais, ça faisait 6 mois que j'étais à la campagne, hein. Donc j'étais en train de retourner cette terre, ce potager qui n'avait pas été cultivé depuis des années. On avait un printemps magnifique en mars 2011, c'était fantastique pour les jardiniers. Et là, j'étais en train de semer mes premières graines. Et là, je me suis dit, mais les légumes que je veux faire pousser, est-ce que je vais pouvoir les manger? Avouez, c'est pas rien comme question. Du coup, je vais faire une petite dédicace. Dédicace pour 2 mouvements, enfin 2 associations militantes, citoyennes. Premier, c'est l'ACRIRAD, qui est un laboratoire indépendant. Puis vous avez l'ACRO, qui est plus près de chez nous, là, qui est dans l'ouest de la France. Et donc, ces laboratoires indépendants qui font des mesures sur la radioactivité en France, voilà, ont publié différents communiqués de presse dans les semaines qui ont suivi Fukushima pour expliquer aux Français que oui, nous, on allait pouvoir manger nos légumes puisqu'on n'avait pas été touché par le nuage de... Excusez-moi. Parce que depuis Fukushima, il y a eu des recadrages sémantiques. Il y a certaines choses qu'on ne dit plus. Par exemple, on ne dit plus une catastrophe nucléaire. Oh là là, on dit juste un accident nucléaire. Encore, c'est plus light. Par ailleurs, on ne dit plus un nuage radioactif. On dit un panache radioactif. Voilà, c'est le panache radioactif de Fukushima qui est passé sur la France. C'est plus doux à l'oreille. Voilà, et donc du coup, on n'avait pas à s'inquiéter. N'empêche que chez moi, la petite angoisse, elle était revenue. Je me disais, si ça a pété là-bas à Fukushima, ça veut dire que ça pourrait péter aussi en France. Eh mais faut arrêter les centrales, hein. Et non mais sérieusement, vous ne croyez pas qu'il faudrait arrêter le nucléaire? Question intéressante. Moi, je l'ai posée pendant un repas de famille. Attention, hein, le repas de famille, hein, la grande tablée, les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, grand-mère, papa, maman. Et là, moi, entre la poire et le dessert. Et sinon, vous croyez pas qu'il faudrait arrêter le nucléaire? Je ne vous cache pas que leurs réactions ont été un peu mitigées. Je me souviens que j'avais mon tonton en face de moi, il m'a regardé, il m'a dit « Ouais, bien sûr. Ouais, puis on va retourner vivre dans une grotte, c'est ça? Puis on va s'éclairer à la bougie, hein? Ha, ha, eh, eh. Et puis, ton ordinateur, tu vas le faire fonctionner avec du jus de carotte, hein? Ha, 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 ha. » Là, mesdames et messieurs, j'ai compris que si les arguments d'un aussi haut niveau rhétorique réussissaient à me déstabiliser, c'est que clairement, je n'étais pas prêt pour le débat. En fait, j'y connaissais rien. Du coup, ça m'a agacé. Je me suis mis à lire tout ce que je trouvais sur le nucléaire dans les semaines qui ont suivi. Et puis, plus je lisais, plus je me disais, mais c'est quand même dommage que tout ce que je découvre là, tout le monde ne le sache pas. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de vous faire une conférence gesticulée. En fait, quand j'y repense, c'est un peu grâce à mon tonton que je suis ici ce soir. Merci, tonton. Voilà, donc du coup, on va parler de nucléaire. Le metteur en scène, il m'a dit, attention, c'est un sujet complexe, un peu technique. Du coup, il faudrait que tu prennes les choses par la base. Ok. Bon, on va faire simple. Je vais vous parler de mon poisson rouge. C'est bien ça, ouais, c'est bien. Oui, conférence gesticulée, histoire de vie. C'est le moment confession intime. Quand j'avais 8 ans, j'ai eu un poisson rouge. On l'avait installé sur le réfrigérateur. Puis le soir, quand je rentrais de l'école, je le regardais tourner. Je m'installais sur un petit tabouret comme celui-ci, oh, c'était bien. Puis voilà qu'un soir, je rentre, et là, maman,
Il est bizarre le poisson. Maman, il est bizarre, il a grossi. Ma mère qui arrive. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il est parfaitement normal ton poisson rouge. Toi, tu me fais une blague. Tu me fais une blague. Tu me fais pas une blague. Mais non, tu te fais des idées. Allez, viens boire ton chocolat chaud. 8 ans plus tard, j'ai 16 ans, hein. J'ai été invité à une fête de famille et voilà que ma petite cousine se va offrir un poisson rouge. Parfois, il y a des choses qu'on laisse enfouies en soi, il paraît qu'elles finissent toujours par remonter. Et voilà que l'anecdote du poisson rouge me revient en tête. Ma mère est là, je lui en parle, et là, elle a cette réaction étrange. Ah oui, le poisson rouge, oui, 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 oui. Ben écoute, tu es un grand garçon maintenant, je peux t'en parler. Quand tu étais à l'école, le poisson, il a fait un saut hors de son aquarium et je l'ai trouvé raide mort sur le pavé. Alors du coup, je l'ai enterré, hein. Enfin enterré dans les toilettes, quoi. Enfin, 6 litres d'eau potable. Comme... Voilà. Ensuite, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais lui annoncer? Puis avec tout ce qu'ils disent dans Femmes Actuelles sur les traumatismes dans l'enfance. Oh là là, mais à tous les coups, ça va perturber ses résultats scolaires, ensuite son adolescence, ensuite il va se droguer. Oh non, je ne pouvais pas te faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à l'animalerie et j'ai racheté un poisson rouge. Oh, j'ai bien cru que tu allais me démasquer. Hein. Enfin, si tu me permets, ça va? T'as mordu à l'hameçon? Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ma mère m'a menti. Pour ne pas que j'ai peur, pour ne pas que j'angoisse, ma mère m'a menti. Eh bien, ma maman a fait exactement la même chose que le gouvernement français en 1986. Vous y étiez peut-être aussi, hein, le coup du nuage. Hein. Alors, pour les besoins du spectacle, je suis retourné voir des images d'archives, c'est assez impressionnant. 2 jours après Tchernobyl, vous avez le professeur Pellerin, une sommité scientifique française qui est aux 20h, qui est là et qui explique aux Français que non, mais cela ne menace personne actuellement, bon, sauf peut-être dans l'entourage immédiat de la centrale, et encore. 2 jours après, vous avez la présentatrice de la météo qui explique aux Français que l'anticyclone des Açores a détourné sur l'extérieur de nos frontières, voilà, ce qui permet à Libération, le journal, hein, de titrer le lendemain « Le nuage s'est arrêté à la frontière ». Alors, c'est toujours intéressant de remettre les choses en perspective. Donc, du coup, je suis allé voir dans les archives ce qui se passait dans les autres pays européens. Donc, partout, on avait interdit la consommation du lait, des légumes à feuilles larges, des salades, etc. En Italie, interdiction de manger du basilic. Plus de pesto dans les pâtes. Drame national. En Allemagne, ils en étaient à retirer le sable dans les bacs à sable, dans les jardins publics. Hein. Et en France, eh ben rien. Comment? Oui, un mensonge d'État, hein, ça s'appelle comme ça. Hein. Et aujourd'hui, 25 ans après, aucune condamnation politique. Le professeur Pellerin est mort de sa belle mort à 89 ans, sans avoir été inquiété, malgré les différentes tentatives des malades de la thyroïde pour lui faire un procès. Bon, vous allez me dire, c'était il y a 25 ans. Non, c'est vrai, aujourd'hui, les choses ont bien changé, tout est transparent. Parce que je me suis dit, bon... Ce serait peut-être intéressant de vérifier que dans le public, ce soir, on est tous au même niveau d'information. Du coup, je vais proposer un petit jeu participatif. Habituellement, quand je fais ça, tout le monde fait « Ah !» Super, je sens que vous êtes volontaire. Je vais vous poser les 10 questions que je me posais il y a 3 ans et auxquelles j'étais incapable de répondre. Et donc pour ça, je vais avoir besoin d'un assistant. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis ça, il y a tout le premier rang qui se crispe. Bonjour. Vous vous appelez comment? Aurore. C'est joli comme prénom, Aurore. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien, Aurore. Je vérifie, vous n'êtes pas paraplégique? Non, c'est bon. Ok, bah vous êtes bon pour le service, vous pouvez venir. Hein. On applaudit Aurore, mesdames et messieurs. Aurore, vous inquiétez pas, c'est très simple. J'ai besoin d'un assistant parce que moi, je pose les questions, vous allez noter les réponses. Parce qu'il y a toujours des gens ici qui sont là avec leur calepin, qui veulent prendre des notes. Du coup, vous êtes au secrétariat.
Vous avez une feuille pour 10 questions. Vous vous débrouillez, hein, ça va aller. Alors, si vous avez la réponse, vous pouvez... Ok, bon. Première question, mesdames et messieurs, très simple. Aujourd'hui en France, combien de centrales nucléaires en fonctionnement? 45. 45, je vois qu'on se lance. Comment? 58. Alors, j'entends des réponses. Je vous préviens, je ne vous demande pas les réacteurs, je vous demande juste les centrales. Parce que sur une centrale, il peut y avoir plusieurs réacteurs. Alors, 27, ouais. Je vois que ça existe dans le public, alors on va donner la bonne réponse. Nous avons aujourd'hui en France 19 centrales nucléaires en état de fonctionnement. Je vous rappelle, moi il y a 3 ans, j'aurais été incapable de répondre. Hein, voilà. Donc 19 centrales, et du coup, comme sur une centrale, il peut y avoir plusieurs réacteurs, combien de réacteurs? J'ai entendu la bonne réponse. 58 réacteurs aujourd'hui en France. Oui, mesdames et messieurs, il y a des écologistes dans la salle, méfiez-vous. Et souvent, c'est ceux qui ont les bonnes réponses. Ils sont là au taquet, ils disent « Ouais, 58 !» Du calme. Bien, 58 réacteurs. Alors, je vais avoir besoin de vous, Aurore. Vous allez noter ces 3 initiales, à savoir DLC. Oui, c'est joli comme ça aussi, oui. DLC, c'est la date limite de consommation, à savoir, un réacteur, c'est conçu pour durer un certain nombre d'années, après quoi, j'imagine, c'est périmé. Question, c'est quoi la durée de vie d'un réacteur en France? Ça se compte en dizaines d'années. Hein. 50, voilà, j'ai entendu la bonne réponse, je vous annonce. La donnée officielle, c'est 30. C'est 30 ans. Du coup, petit exercice mathématique, première centrale à avoir été fabriquée, c'est Fessenheim, on est en 78. 1978 plus 2008, voilà, donc ça fait à peu près 7 ans que cette centrale est périmée, mais elle continue à fonctionner. Donc, bon, j'imagine que les centrales nucléaires, en fait, c'est comme les yaourts. Bah oui, vous pouvez manger un yaourt après la date de péremption, c'est possible. Hein. En même temps, si Aurore mange un yaourt périmé, il y a qu'elle qui est malade. Alors qu'avec une centrale... Bon, question suivante, question très simple. On est aujourd'hui en Seine-Maritime. Combien de centrales en Seine-Maritime? Facile ça. Trop. Excellente réponse. Je vous ai dit, il y a des écologistes, hein, méfiez-vous. 2, voilà, tout simplement. 2, vous avez les noms? Panly, Paluel. Panly avec un Y, hein, tout le monde se trompe, c'est avec un Y. Avec un E. Voilà. Et du coup, alors, on a un petit peu plus difficile. Combien de réacteurs sur Panly? 2. Peut-être 3 un jour, parce qu'il y a un EPR qui se construit, mais je ne sais pas si on arrivera au bout. Et sur Paluel? 4. Voilà, 4 et 2. Ça, c'est chez nous. Voilà, 6 réacteurs, exactement comme à Fukushima. 6 réacteurs. Voilà, donc question suivante. Je vais avoir besoin de vous encore, Aurore. C'est encore des initiales. PPI. À savoir, plan particulier d'intervention. Un PPI, c'est une zone autour d'une centrale, et dans cette zone, les populations sont formées et informées sur la problématique de l'accident. Question, c'est quoi la taille d'un PPI en France? Ça se compte en kilomètres, c'est un zonage. C'est combien de kilomètres autour de la centrale? Allez-y, lâchez-vous. 5, 40, 20. Eh bien, il va falloir être un peu modeste, on n'est pas loin de la réponse. Aujourd'hui en France, c'est entre 5 et 10 kilomètres autour de la centrale. Voilà pour les PPI en France. Alors, petit retour sur expérience, je vous parle maintenant des zones interdites. Il y en a 2 dans le monde. Vous avez Tchernobyl, vous avez Fukushima, c'est des zones qui font entre 20 et 30 km. Retour sur expérience, on sait que si ça pète, c'est cramé sur 30 bornes, mais en France, on continue à faire des PPI à 10 km. Bon, en même temps, je ne voudrais pas polémiquer. Non, parce que c'est des histoires de chiffres. Au moment de Fukushima, vous avez les Américains, ils ont dit à leurs ressortissants, vous évacuez à 80 km, sinon c'est trop dangereux. Bon, en même temps, nous en France, on avait Nicolas Sarkozy président. Nicolas Sarkozy, il a dit à tous les gens qui habitaient au Japon, tous les ressortissants, vous évacuez, je vous rapatrie. PPI 10 000 km. Même le PPI de Nicolas Sarkozy, il était bling-bling. Question suivante. Où trouver une pilule d'iode? Ah mais quoi, il y a des néophytes, j'explique.
lorsqu'il y a une fuite sur une centrale, vous avez différentes cochonneries radioactives. Il y en a une, ça s'appelle l'iode 131. Ce truc-là, ça vient se déposer sur la thyroïde des gens. Et du coup, potentiellement, vous attrapez plus tard un cancer de la thyroïde. Mais on peut se protéger. Pour ça, il suffit de prendre une pilule d'iode, c'est-à-dire on sature la thyroïde en iode et du coup, hop, ni vu ni connu. Question, où trouver une pilule d'iode? Pharmacie, bien sûr. Donc j'y suis allé. Bonjour, voilà, pilule d'iode, etc. Et la dame me répond, ah mais non monsieur, ah mais c'est pas du tout en vente libre, mais non, 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 c'est la préfecture qui a les stocks. Mais rassurez-vous, en cas de problème, ils vous en distribueront. J'appelle la préfecture, je me renseigne. Donc j'ai quelqu'un au bout du fil qui me dit que oui, oui, il y a des stocks, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas capable de me dire où ils sont, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, tout sera distribué au bon moment. Bon alors, petite précision, la pilule d'iode, il faut que ce soit pris dans les 6 heures de l'accident. Vous prenez la pilule d'iode 4 jours après, c'est cramé, ça ne sert plus à rien, d'accord? Donc on va faire une petite hola, comme dans les stades de foot, une hola pour le préfet. Ouais, pour le préfet, qui vous garantit à vous, c'est nos marins, qu'en 6 heures, il distribue une pilule d'iode à 1 200 000 personnes, c'est la population de la Seine-Maritime, voilà, c'est Superman. Alors pour le préfet, une hola, ça part d'ici, attention. Ouais. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il n'est pas là, j'aurais tellement aimé qu'il est, juste pour lui, voilà. Bon, Aurore, vous avez très bien travaillé, Aurore. Super, voilà, merveilleux. Donc, dernière question. Attendez, dernière question. La question pour un champion. La question Julien Lepère, c'est oui, Aurore, vous n'êtes pas sans savoir que le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. Question, dans quel département français trouve-t-on de l'uranium ? Et top, je suis un territoire grand de 1 200 000 km², ma langue officielle est le français, mon climat est aride, à semi-désertique, je suis le Niger. Oui, excellent, le Niger, ce fameux département français qui garantit notre indépendance énergétique. J'ai été voir, donc les mines d'uranium sont juste à la frontière avec le Mali, ce qui pourrait expliquer une récente intervention militaire française. Mais cela ne nous regarde pas, c'est pas dans le sujet. Voilà. Merci, on peut applaudir Aurore, je crois. Ah, Aurore, juste, je vous avais dit, il n'y avait rien à gagner, mais j'ai quand même des œufs de mes poules. Du coup, voilà, vous repartez avec des œufs. Voilà, on applaudit. Alors, une autre question que je voulais voir avec vous. Question, encore une fois, j'étais incapable d'y répondre il y a 3 ans. C'est, ça marche comment une centrale nucléaire? Alors, je vous propose une petite initiation de base, genre pouvoir expliquer à votre petit-neveu comment ça marche une centrale. D'accord, on ne va pas aller très très loin. Alors, on va prendre les choses par la base. Le siècle dernier, donc des gens qui découvrent le principe de la réaction nucléaire. Voilà. Assez rapidement, donc 2 applications. Première application, celle dite du gros pétard. Hiroshima, Nagasaki. Oui, le Japon déjà, oui. Donc, la bombe atomique. Donc, une arme de destruction massive capable de réduire ensemble une ville grande comme Bordeaux, 200 000 habitants en quelques secondes. Bon, ça, on est d'accord, comme application, c'était nul. C'était nul. Mais par contre, du même coup, il y a d'autres scientifiques qui cherchent et qui disent « Waouh, mais quel fantastique réservoir d'énergie et de chaleur. Mais si on arrivait à domestiquer ce truc-là, avec ça, on pourrait amener la prospérité à l'humanité. » Ça, c'était bien vu. Voilà, on va essayer de produire de l'électricité avec ça. Attention, on savait déjà produire de l'électricité avant. Ah non, c'est un très très vieux principe. Tenez, je vais produire de l'électricité juste pour vous. Wouh! Super. On a un budget accessoire sur le spectacle, c'est dingue. Bon, ça marche comment là? Là, il y a un alternateur là-dedans. Du coup, là, c'est de la force musculaire. Je fais tourner l'alternateur, hop, j'ai de l'électricité, c'est tout simple. Question, comment faire tourner cet alternateur? Alors, vous avez plusieurs principes. Vous avez le barrage hydraulique. Vous stockez de l'eau, vous faites tomber l'eau sur un petit moulin, ça fait tourner l'alternateur, vous avez l'électricité. Vous avez l'éolienne. L'éolienne, un petit moulin, ça, voilà, avec le vent, hop, ça marche, de l'électricité. Le
problème, c'est quand on n'a ni eau ni vent, eh ben, on utilise la bonne vieille machine à vapeur. Ça a été un scoop pour moi. J'ai fait, ah ouais, c'est aussi simple que ça? Bah oui. Vous faites chauffer de l'eau, vous prenez de la vapeur, vous la balancez dans une turbine, vous faites tourner l'alternateur et vous avez l'électricité. La seule question qui nous préoccupe, c'est comment faire chauffer l'eau. Bah, autrefois, on avait des centrales au gaz, au fioul, au charbon. Je vous disais, autrefois, il en reste, hein, d'accord? D'ailleurs, ce n'est pas très très bon pour l'effet de serre. Et puis, nous, dans les années 70, en France, on s'est doté de la Rolls-Royce de la centrale, à savoir la centrale nucléaire. Et ça, je vous garantis, en termes de production, c'est énorme! C'est absolument fantastique pour produire de l'électricité. Du coup, non, parce qu'on est dans une période où les gens veulent économiser un petit peu. Donc, il y a peut-être des bricoleurs qui voudraient bricoler une centrale nucléaire dans leur jardin. Du coup, je vous donne quelques conseils de techniciens, d'accord? Si vous voulez en construire une, vous allez fabriquer une enceinte de confinement. Vous prévoyez assez épais, hein, du coup ça va vous coûter un peu d'argent. Hein. Et donc dans votre enceinte de confinement, vous mettez du combustible nucléaire. Ah oui, attendez, j'ai oublié un truc. Il faut la mettre aux normes, bien sûr. Donc du coup, il faut bâtir une grosse dalle en béton dessous. Vous y allez bien, hein, 3-6 mètres d'épaisseur. Ça, c'est les nouvelles normes. Parce que les toutes premières centrales, la dalle est fait 1 mètre d'épaisseur. Genre Fessenheim, vous voyez. Et du coup, à Fessenheim, ça inquiète un petit peu les Allemands parce que sous la dalle, il y a une des plus grosses nappes phréatiques d'Europe. Du coup, s'il y avait un problème, sur ce coup-là, il n'y a pas de ligne Maginot. Hein, voilà. Donc les Allemands aimeraient vraiment qu'on ferme Fessenheim, ça les stresse beaucoup. Donc du coup, pour nos voisins allemands, vous faites aussi vous, une grosse dalle. Vous mettez votre combustible, vous envoyez des petits neutrons. Oui, important pour le voisinage. Il faut que ce soit étanche. Du coup, vous installez aussi un gros couvercle. Voilà. Puis vous rajoutez quelques accessoires qui vont faire de cette centrale une machine performante et technologiquement à la pointe du progrès. C'est Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Il a voulu faire de la pédagogie aux Français. Il leur a dit « Non, mais une centrale, c'est pas plus compliqué qu'une cocotte minute. » Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Vous avez un circuit primaire, un circuit secondaire. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Vous allez aller voir ça sur Wikipédia. Vous allez voir, c'est très très bien expliqué. Ce que vous devez retenir, c'est qu'avec ça, vous produisez beaucoup de chaleur. Avec la chaleur, vous faites chauffer de l'eau, vous produisez de la vapeur. La vapeur, vous la balancez dans un joli alternateur. Vous produisez de l'électricité qui va permettre d'offrir à un maximum de personnes du confort et de la prospérité. Petit point technique important. En bâtissant votre centrale dans votre jardin, vous prévoirez un point d'eau. Bah oui, parce que comme ça chauffe très très fort, il faut pouvoir refroidir la centrale. C'est pour ça qu'en France, on bâtit les centrales à côté d'un fleuve, ou comme nous en Normandie, à côté de la mer. Autre point de détail, vous veillerez à ce que votre centrale soit toujours branchée sur le réseau électrique. Bah oui, parce que l'eau, il faut la pomper avec des pompes électriques. Vous avez aussi les barres de contrôle qui descendent en cas d'urgence pour arrêter la réaction nucléaire. Tout ça, c'est électrique, hein, d'accord? Donc, ne jamais la couper du réseau. En fait, pour résumer, une centrale, c'est un peu comme votre congélateur. Si c'est coupé du réseau pendant 12 heures, 24 heures, 36 heures, à un moment, ça commence à sentir mauvais. Et du coup, on arrive sur la question de l'accident. Mesdames et messieurs, sur l'accident, je vous propose un dispositif pédagogique redoutable. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien le modèle chromé de chez Ikea. On ne se refuse rien dans le spectacle. Quand j'étais petit, j'ai vécu un mini Tchernobyl domestique. Janvier 1986. J'ai 12 ans. Mon pote Damien Legrand, mon pote de 5e, m'a invité à venir jouer aux jeux vidéo. On est dans son salon, on est en train de jouer, quand tout d'un coup, Damien se lève, il a un petit creux. Il se coupe une grosse tartine de pain qu'il va enfourner dans ce grille-pain. Là, mesdames et messieurs, nous sommes aux prémices de la catastrophe. Oui, c'est comme dans le nucléaire.
l'erreur humaine, le non-respect du protocole. Bah oui, parce que la mère de Damien, Madame Legrand, lui a bien expliqué que dans ce grille-pain, on glisse de fines tranches de pain. Sinon, ça a tendance à bloquer le ressort. Ouais, là, je vous vois venir. Vous allez incriminer mon pote Damien, mais attendez. Rendons à César ce qui est à César. Madame Legrand, quand elle a acheté l'appareil, elle a bien lu sur la notice qu'il fallait régulièrement le retourner pour en noter les petites miettes. Or, depuis l'achat de l'appareil, personne dans la famille n'a pensé à faire l'opération, mais c'est comme dans le nucléaire, hein. Parfois, on a tendance un peu à économiser sur la maintenance, hein. Donc, on est en train de jouer, Damien et moi, quand tout à coup, nous sentons une légère odeur de brûlé. Alors, on court dans la cuisine, là, il y a une espèce de nuage charbonneux énorme qui sort de ce grille-pain. Nous, c'est la panique, hein. On a 12 ans, on est des mômes, on ne sait pas quoi faire. C'est comme dans le nucléaire, de toute façon, chaque fois qu'il y a un problème, personne ne sait jamais exactement ce qu'il faut faire. Nous, on cherche une autorité compétente. Madame Legrand est partie faire des courses. Monsieur Legrand a disparu. C'est le début des emmerdements. Il finit par émerger à nos cris. Il court, il arrive dans la cuisine. Et là, maintenant, ce sont des flamèches qui sortent du grille-pain et qui commencent à lécher le papier peint. Alors, Monsieur Legrand, n'écoutant que son courage et sa fougue, se précipite. Il débranche l'appareil. Et il court vers l'évier. Je me dis, ça y est, nous sommes sauvés. Et là, Monsieur Legrand se brûle, il lâche l'appareil. L'appareil fait une toupie dans les airs, s'éclate sur le sol, la tartine enflammée tombe sur le lino. Le lino commence à fondre, il y a de la fumée par un tout coup. C'est la panique, on cherche une serpillière humide. On finit par la trouver. Monsieur Legrand se précipite pour couvrir l'incendie. Et c'est le sarcophage. Avril 1986. Tchernobyl. 8 mois de lutte. 600 000 personnes mobilisées, essentiellement des pompiers et des militaires, on les appellera les liquidateurs. Certains d'entre eux vont se retrouver avec des hélicoptères au-dessus de la centrale, en train de balancer du plomb, du sable, du béton, enfin, toutes sortes de choses. Vous avez même qui se retrouvent sur le toit à pied avec des pelles en train de ramasser des bouts de graphite radioactif pour les rebalancer dans le cœur. Le cœur d'ailleurs, il a fondu. C'est-à-dire que tous les matériaux nucléaires là, sont transformés en un corium, une espèce de grosse lave. Alors quand je dis lave, vous voyez la lave du volcan qui émerge, c'est 1000 degrés. Un corium radioactif, c'est 3000 degrés. C'est très 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 gourmand, d'ailleurs ça bouffe tout, et ça commence à descendre dans la dalle. Et comme les autorités craignent une seconde explosion, parce qu'en dessous il y a de l'eau, eh bien ils vont envoyer une équipe de mineurs creuser un tunnel sous la centrale. Et ces gens vont réaliser cette performance en 1 mois. Alors attention, hein, quand on creuse sous une centrale nucléaire en fusion, les conditions de travail ne sont pas très très bonnes, hein. On est un peu irradié. Mais ils vont réussir. Et au final, les autorités vont couler une seconde dalle en béton sous Tchernobyl. Puis les semaines passent, puis d'un seul coup, la radioactivité finit par baisser un peu. Tout simplement parce que le cœur s'est complètement effondré dans le cœur de la structure. Et du coup, on peut s'approcher un peu plus, et avec des robots, les soviétiques vont construire ce qu'on a appelé le sarcophage, à savoir un ensemble en béton, une espèce de gros couvercle au-dessus de la centrale. On peut les en remercier parce que je ne sais pas dans quel état serait l'Europe aujourd'hui sans eux. Du coup, en lisant tout ça, moi qui travaillais sur la question nucléaire, je me suis reposé la question, je me suis dit, mais le nucléaire alors, c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Non, parce que 25 ans après, on doit savoir combien ça a fait de morts. Je veux dire, 600 000 personnes qui étaient autour de la centrale. Et encore, quand je dis 600 000, il faudra aussi compter les populations environnantes. Ouais, j'ai découvert ça dernièrement. C'est-à-dire que les autorités n'ont pas évacué tout de suite. Ils craignaient un mouvement de panique. Du coup, ils ont laissé les gens en place. Alors, je vous remets dans la chronologie, hein. On est le 26 avril. 5 jours après, vous avez le 1er mai, la fête des travailleurs, l'Union soviétique. Donc on a les images d'archives, ils ont fait défiler tout le monde dans les rues, avec les landaux, les bébés dans les bras, tout ça. Alors qu'autour, il y a des dégagements gazeux massifs, radioactifs dans l'air, hein. Et tout le monde se promène là-dedans. Ok, donc 600 000 personnes, les populations environnantes. Combien de morts?
Je ne sais pas, vous diriez combien, vous? Parce que moi, avec mon bon sens citoyen, j'avais une idée. Mais vous diriez combien de morts? 1 million, c'est parti. Une douzaine, il y a des comiques. Il y en a toujours qui meurent. Bon, on va mettre beaucoup, ce qui est un... Scientifiquement, c'est pas très recevable, mais bon, voilà. Bon, alors, du coup, moi qui voulais l'info, je suis allé donc la chercher. Je ne savais pas trop où aller. Finalement, j'ai trouvé un rapport de l'OMS. OMS, Organisation mondiale de la santé. Des gens sérieux, hein. Ça dépend directement de l'ONU. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rire. Et donc, en 2005, l'OMS a fait un grand rassemblement, une espèce de colloque à Genève, pour essayer de comprendre les conséquences de Tchernobyl. Ils ont mis un peu de temps à publier le rapport, mais finalement, ils ont fini par le publier. Je l'ai trouvé. Et donc, ils ont le chiffre officiel. Ils annoncent que Tchernobyl a fait très exactement 58 morts. Et ils précisent, et 4000 cancers de la thyroïde qui ont été très très bien soignés. Je vous conseille de lire ce rapport. On arrive à le trouver sur Internet en français. C'est un peu compliqué, il faut chercher, mais on arrive à le trouver. Non, parce que c'est quand même des médecins qui ont fait ce rapport. Et ils ont quand même vu qu'il y avait des gens malades. Mais ils ont une explication. Ils disent que si les gens sont malades, c'est à cause, texto, hein, je vous cite le rapport, c'est à cause de la persistance de certains mythes et d'idées fausses sur le risque d'irradiation qui ont entraîné chez les populations concernées un fatalisme paralysant. Tout le monde ne lit peut-être pas clairement le langage de l'OMS. Je vous traduis. Alors, monsieur, vous êtes biélorusse, vous êtes malade. En fait, si vous êtes malade, c'est parce qu'on vous a raconté des bêtises sur la radioactivité. Du coup, ça vous a stressé. Et du coup, vous avez développé une leucémie qui, comme tout le monde le sait, est une maladie psychosomatique. Du coup, je creuse le dossier et là, je retombe sur les mêmes. Vous savez, ceux qui, après la guerre, ont dit « Waouh, mais quel fantastique réservoir d'énergie, mais avec ça, on pourrait produire de l'électricité et offrir le confort et la prospérité à l'humanité. » Ben, ces gens-là, ils se sont organisés et ils ont monté une agence onusienne qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. L'AIEA a pour vocation de développer le nucléaire civil en vue d'amener le confort et la prospérité, bien sûr, à un maximum de personnes. Pour réussir à faire ça, ils ont fait signer un petit accord cadre à l'OMS, stipulant que si l'OMS veut publier un quelconque rapport sur la radioactivité et ses conséquences sur la santé humaine, elle doit d'abord l'envoyer à l'AIEA, qui acceptera de le publier ou non. Oui, je sais, hein, c'est surréaliste, mais ceci n'est pas un scoop. Hein. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas la théorie du complot, hein, c'est super officiel. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez le rapport WHA 1240. C'est le nom de l'accord entre ces deux institutions, c'est hyper officiel. On va tourner la page, ça va bien se passer. On va parler de mon poulailler, hein, ça va aller mieux. Petite anecdote, au printemps 2012, il s'est passé un phénomène étrange. Mes poules se grattaient. Mais se grattaient vraiment beaucoup. Hein. Je me suis dit, c'est pas normal que les poules se grattent comme ça. Du coup, j'en ai parlé avec Bertrand, le voisin d'à côté, qui est venu voir, il a tout inspecté, il est ressorti du poulailler en me disant « T'as des poux de poule ». Quoi? T'as des poux de poule. Ah, des poux de poule, d'accord. Donc Bertrand m'explique tout. En fait, les poux de poule, c'est des petits insectes, des petits parasites. Ça vit la nuit, ça grimpe sur les perchoirs, ça grimpe sur les poules et ça leur suce le sang. Attention, quand je vous dis les poux de poule, il n'y a pas deux, hein. C'est une colonie, c'est infâme, il y en a partout. Il m'explique que si je ne fais rien, bien mes poules vont arrêter de pondre. Et puis si je ne fais rien, elles vont finir par mourir d'anémie. Voilà, je me suis dit, oh mes petites poules, fallait que je fasse quelque chose. Donc là, Bertrand a débarqué avec une caisse d'insecticides avec marqué « Tenir hors de portée des enfants ». Bertrand, le principe, c'est que je voulais manger mes œufs après. Tu comprends? Du coup, je cherche de mon côté et je trouve une petite poudre bio.
Super. Je vais dans le poulailler. Allez, les poules de poule, allez, tenez. Bon, ça marche un peu, mais ça ne marche pas complètement. Je vois bien, les poules de poule ne sont pas contents, mais ils ne sont pas tous morts. Donc, je vais sur Internet. Je vais sur poudpoule.com. Là, il y a un forum avec des gars qui expliquent les bonnes méthodes et il dit non, il ne faut pas juste poudrer le poulailler, il faut aussi poudrer les poules une par une. Il faut imaginer 3000 m² de terrain avec un ancien citadin qui court après une poule comme ça, qui Bertrand là qui a sa fenêtre qui rigole. Donc ça ne marchait pas, donc je suis retourné sur le forum internet et là le gars explique, il dit non, la bonne méthode, c'est il faut y aller la nuit. Parce que la nuit, les poules sont dans le poulailler, elles ne bougent plus. Donc du coup, vous attrapez votre poule et là, vous lui mettez la tête en bas. Parce que la tête en bas, la poule est désorientée. Et là, elle a un réflexe, elle fait la morte, elle ouvre les ailes. Du coup, vous lui talquez les aisselles, vous refermez votre poule, hop, vous passez à la suivante. Je me suis dit, ah, ça va être super à faire ce truc-là. Donc faut imaginer, il est minuit et demi. Il est minuit et demi et là, je rentre dans mon poulailler. Ça, pour une poule, c'est rencontre du troisième type. Je regarde ma poule droit dans les yeux, elle est là, un peu dubitative. Je ne laisse pas trop réfléchir, hop, je l'attrape, je lui mets la tête en bas. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est-à-dire qu'elle hurle, elle me donne des coups de bec, elle bat des ailes. Je me dis, c'est trop bête, mes poules ne lisent pas les forums internet. Bon, du coup, moi, je talque, hein, j'y vais de bon cœur. Alors, comme elle bat des ailes, je prends tout le nuage dans la figure. Donc, à l'aveugle, j'essaie de trouver les suivantes. En fait, elles sont toutes réfugiées au fond du poulailler, elles sont terrorisées. Il n'y en a qu'un qui n'a pas bougé, c'est le coq. C'est le coq, le gros coq, avec les grosses serres, qui me regarde comme ça, l'air de dire « N'y pense même pas ». J'y suis pas allé. Alors, au final, fin de l'anecdote. C'est un vieux du village qui m'a donné le truc. Il m'a dit, faut faire un badigeon à la chaux. Bah oui, juste de la chaux toute simple. Voilà, vous faites une espèce de peinture blanche. C'est bio, c'est beau, c'est pas cher. Voilà. J'ai repeint tout le poulailler en blanc. Magnifique. On aurait dit un appartement du 16e. Vous voyez, un poulailler témoin. D'ailleurs, les poules sont venues visiter. Très, très, très joli. Oh, vous avez vu, très cher. Les volumes ont un potentiel. Mais le meilleur pour moi, ça a été quand je suis allé voir Bertrand. Pour lui expliquer que, eh ouais, Bertrand, c'est moi l'ancien citadin. J'ai vaincu les poules de poule, je les ai eus. Et là, Bertrand a eu cette réaction, il a fait, oh non, tu les as pas eus. Enfin oui, tu les as eus ce coup-là, mais ces trucs-là, ça pond des œufs dans les interstices des murs. Du coup, ça va revenir l'année prochaine. Ah, tu peux en parler avec Jean-Michel. Lui, ça fait 20 ans qu'il a des poules de poule. Ça partira jamais. Ah oui. Donc, je vous remets dans le contexte. Hein. On est au printemps 2012. Moi, je suis en plein dans l'écriture du spectacle. Et à ce moment-là, je réalise que les poules de poule, bah, c'est un peu comme la radioactivité. Vous voyez, quand on en a, eh ben, c'est pour la vie. Merci, merci. D'ailleurs, je réalise, parce que souvent je fais des tests en début de spectacle, je me perçois que j'ai complètement oublié le test. Bougez pas. C'est un compteur Gégère. Ça sert à mesurer la radioactivité. J'ai appris plein de choses grâce à ce petit appareil. J'ai appris qu'on mesurait la radioactivité, enfin l'effet de la radioactivité sur le corps en millisieverts. Petite unité de mesure, je vous le note. Non, ça sert toujours dans ces trucs-là, vous savez, vous pouvez frimer au boulot lundi. Quoi, tu savais pas? Bah, bien sûr, la radioactivité, ça se mesure en millisieverts. Pff, tout le monde sait ça, quoi. En millisieverts. Alors, j'ai aussi appris qu'il y avait une norme internationale qui dit que vous devez subir une irradiation de moins de 1 millisieverts par an. Et a priori, il n'y aura pas de conséquences sur votre santé. Du coup, c'est intéressant de regarder ce qui se passe ici, oui, parce que
Oui, c'est un peu radioactif, c'est normal, hein, il y a une radioactivité naturelle. Hein. D'ailleurs, elle varie en fonction des endroits. Si vous allez en Bretagne, il y a plus de granit, hein, donc il y a plus de radioactivité, c'est normal. Donc ici, la radioactivité est on ne peut plus normale. Hein. C'est-à-dire on est à peu près à 0,20, à peu près. Donc vous voyez, on est en dessous de la norme, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors je précise, il y a peut-être des scientifiques dans la salle, c'est 20 millisieverts par heure. Ça veut dire que pour encaisser les 0,2, il va falloir rester 1 an dans le théâtre, assis là. Hein. Voilà, ça va être chiant, mais au moins vous pourrez mesurer, hein, pourquoi pas. Voilà, donc 0,2 millisieverts, donc ici tout va bien. Vous viendrez me voir après le spectacle, petite chose à vous dire. Les spectateurs autour, vous vous décalez 1 mètre, hein, c'est le principe de précaution. Je vous disais au début de ce spectacle mon amour pour le jardin. Après Fukushima, je me disais, mais les légumes là que je vais faire pousser, est-ce que je vais pouvoir les manger? Au Japon, aujourd'hui, vous avez des gens qui vont faire leurs courses avec ce genre d'appareil. Mais parce que la radioactivité, ce n'est pas juste un problème d'irradiation, c'est-à-dire que ce n'est pas juste « oh, il y en a sur le sol, il ne faut pas qu'on marche ». Non, non, ce truc-là, ça passe partout, et y compris dans l'air. C'est-à-dire que vous pouvez en inhaler, on peut en retrouver dans vos poumons, mais surtout, ça passe dans l'eau. Du coup, dans la chaîne alimentaire, et on va en retrouver dans les végétaux, dans les légumes, dans la viande, dans les poissons, dans les crustacés, et qui est en haut de la chaîne alimentaire, c'est nous. Alors l'enjeu au Japon, donc, avec ça, c'est d'essayer de trouver de la nourriture saine. Imaginez le délire si ça se passait en France, hein, pas loin d'ici, c'est un dimanche matin comme les autres, vous allez au marché du Clos Saint-Marc, vous allez voir votre maraîcher préféré, vous prenez une botte de poireaux, et là discrètement, oui discrètement, il ne faudrait pas vexer le commerçant, tit, 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 ok, on va la prendre celle-là, c'est bon chérie, c'est bon, elle est saine celle-là. Non mais vous imaginez le délire un peu, non? J'essaye toujours de prendre les choses du côté de l'humour, moi. Bon, en même temps, il y a des fois, je ne vous cache pas, c'est un peu stressant. Voire même, j'ai eu ma période, moi, énervée. Je me souviens, encore une fois, c'était en 2012. On fêtait les 1 an de Fukushima, à peu près. Bon, on fêtait, enfin, on n'a pas sorti le champagne et les petits fours. Hein. Voilà, on a juste regardé avec mon metteur en scène ce qui se passait à la date fatidique, là, du 11 mars. Et là, alors au départ, on était plutôt contents parce qu'on avait vu que le gouvernement japonais avait évacué les populations des zones irradiées. Super. Sauf qu'1 an après, ce même gouvernement faisait des campagnes d'information pour inviter les Japonais à retourner vivre chez eux dans les zones irradiées. Là, on s'est dit, non mais attendez, c'est délirant ce truc. En plus, ils ont fait très fort. Ils ont été créatifs. Les Japonais ont changé la norme internationale. Ils ont dit, chez nous, maintenant, au Japon, la norme, ça va être 20 millisieverts par an. 20 millisieverts, c'est la norme dans les centrales nucléaires françaises. Si vous êtes travailleur du nucléaire, vous acceptez d'encaisser 20 millisieverts dans l'année. Voilà, c'est dans le contrat. Ok, donc 20 millisieverts, ça pose problème à personne. D'accord, donc il y a quelqu'un qui est chez lui, il y a un gamin qui court sur la pelouse. On fait une mesure, il y a 20 millisieverts. C'est comme si le gamin faisait un jogging dans une centrale nucléaire. Mais tout va bien. Là, personnellement, j'étais très énervé. J'en étais à me dire, non mais c'est pas possible, c'est des psychopathes, ces gens, ils sont complètement fous. Et là, mon metteur en scène a cette réaction. Je me souviens, il me fait, attends. On réfléchit. Imagine juste, si ça s'était passé à côté de chez nous, là, à Panly. Est-ce que tu crois que le gouvernement français aurait les moyens d'évacuer et de reloger 1 200 000 personnes, la population de la Seine-Maritime? Moi, je suis là. Non. 1 200 000 personnes, c'est un plan Marshall. C'est pas possible, on n'a pas l'argent. Ah, ok. À ce moment-là, mesdames et messieurs, je réalise que lorsqu'il y a une catastrophe nucléaire dans n'importe quel pays, et quel que soit le régime politique, que ce soit une dictature, un régime soviétique, une démocratie comme au Japon, ou on pourrait imaginer aux États-Unis ou en France, aucun gouvernement, quel qu'il soit, n'a les moyens de reloger sa population.
Du coup, la meilleure chose à faire, c'est d'expliquer aux gens que mais oui, vous pouvez vivre là. De toute façon, vous savez, on a beaucoup exagéré les conséquences de Tchernobyl. Aujourd'hui, on sait que Tchernobyl a fait 58 morts, 4000 cancers du thyroïde qui ont été très, très, très bien soignés. Hein, voilà. Et c'est ce que les autorités japonaises font. Hein. Et le plus incroyable, c'est que les Japonais retournent vivre dans ces zones irradiées. En même temps, ils ne sont pas cons, hein, ils ont bien compris qu'on leur mentait. Mais en fait, ils sont comme moi, peut-être comme vous. C'est-à-dire que pour acheter une maison à la campagne, ils ont fait un emprunt. Et du coup, bah, ils ne peuvent pas trop partir. Enfin, ils ont bien essayé de mettre leur maison en vente sur le bon coin, mais ça ne marche pas. Hein, ça... Donc du coup, voilà, ils s'adaptent. Et à ce moment-là, moi, j'ai réalisé que j'avais changé. Non, parce qu'autrefois, moi, le nucléaire, j'étais ni pour ni contre, bien au contraire. Bien aujourd'hui, j'ai arrêté une position quelque peu radicale peut-être, mais qui est arrêt immédiat du nucléaire. Du calme les écologistes, je crois que j'ai pété l'ambiance. Hein. Je vous propose juste, parce qu'il faut aller vers la fin du spectacle, de regarder juste cette question, à savoir, mais pourquoi on n'a pas encore arrêté le nucléaire ? Non, c'est vrai, pourquoi on n'a pas encore arrêté? On aurait eu plein de bonnes raisons de le faire. Après Tchernobyl, on a vu que c'était dangereux. Après Fukushima, on a vu que c'était dangereux. Tenez, les Allemands, eux, ils ont arrêté. Ils sont sortis du nucléaire. Et en France, ben non. Pourquoi on n'a pas encore arrêté le nucléaire? Ah, peut-être parce que ça fait peur. Non, je vous voyais tout à l'heure quand je parlais de radioactivité, tout ça là. Et ça plombe. Hein. Il est dans la nature humaine que lorsque quelque chose nous fait peur, on a tendance à regarder ailleurs. En fait, le nucléaire, c'est comme les secrets de famille. Tout le monde est au courant, mais tout le monde se tait. Du coup, c'est la première chose à faire, je pense. Va falloir se lâcher, va falloir en parler. Alors bien sûr, on peut en parler dans les médias, on peut faire des manifs. Non, moi je dis, on va faire plus simple, je sais pas. Vous pourriez en parler au boulot. Tenez, lundi, à la cantine, vous montez sur une chaise, vous faites « Hé les gars, on va faire un grand débat sur le nucléaire !» Wouh! Vous allez voir, vous allez mettre une ambiance dans la boîte, ça va être super. Vous pourriez aussi en parler en famille. Moi d'ailleurs, j'ai de grands projets. À la prochaine réunion de famille, je me lance. Attention, la réunion de famille, vous savez, la grande tablée, les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, grand-mère, papa, maman. Puis là, moi, entre la poire et le dessert, oui, je voulais vous dire, en fait, ça fait quelques années que je vous cache la vérité. J'ai réalisé dernièrement que j'étais différent. Mais on est nombreux à être comme moi dans ce pays, à être différents. Et on voudrait oser sortir à visage découvert maintenant, et clamer notre différence. Alors voilà, je voulais vous dire, chère famille, papa, maman, je veux arrêter le nucléaire. Vous imaginez la tête de ma mère à ce moment-là? Ça s'imaginait peut-être autre chose. Hein, voilà. Non mais c'est la même chose au final. Va falloir faire votre coming out nucléaire, va falloir oser assumer ça, voilà. Vous voulez arrêter le nucléaire. Alors attention, attention. Si vous vous lancez, il ne va pas falloir faire ça n'importe comment, parce que vous avez toujours un tonton qui traîne, vous savez, du genre à vous dire oui, bien sûr, puis tu vas retourner vivre dans une grotte, puis tu vas t'éclairer à la bougie. Donc, pour ces gens-là, je vous propose une stratégie. Ça s'appelle le nucléaire, c'est comme le poker. Démonstration. Tout le monde connaît le poker, d'accord, un jeu d'argent, n'est-ce pas? Un jeu d'argent avec lequel on peut faire beaucoup d'argent, et ça tombe bien, mon tonton est passionné de poker. Tonton, donc, tu connais ce jeu, tu sais qu'on peut se faire des gains. Et effectivement, grâce au nucléaire, on a gagné pas mal d'argent, tonton. Par exemple, on est les premiers producteurs d'électricité en Europe. Sur 58 réacteurs, il y en a 10 qui servent à l'exportation. Et avec ça, ça fait beaucoup d'argent. Oui, mesdames et messieurs, c'est du cash. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est une technologie qu'on maîtrise aujourd'hui. Et des centrales, on en a vendu à plein de pays. Et avec ça, on s'est fait du blé à mort. C'était génial. Bon, ça, tonton, super, ça, c'est les gains.
Maintenant, tu es au courant que quand on joue au poker, on peut gagner beaucoup, mais il faut une mise. Bah oui, Patrick Bruel qui va à Las Vegas, il ne va pas avec 2 €. Hein. Voilà, il faut aligner sur la table. Et le gouvernement français, donc en 1978, quand il s'est lancé dans sa première réalisation de centrale nucléaire, a donc démarré une partie de poker. Et il n'a pas prévenu tout le monde de la mise. Et cette première mise, mesdames et messieurs, là je pense que vous avez compris. Si jamais il y a un seul réacteur qui a un problème, je ne vous dis pas les problèmes de santé pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ça s'appelle la sécurité sanitaire du pays. Première mise sur la table. Mais il n'y a pas qu'elle. Non, 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 non. Personnellement, j'ai pas très envie de manger des céréales contaminées. Or, vous êtes au courant qu'on est un pays agricole. Eh bien, ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle la souveraineté alimentaire du pays. Oui, parce que s'il y a un problème, il faudra aller acheter de la bouffe ailleurs. Par ailleurs, l'agriculture, c'est aussi une question économique. Expliquez-moi, qui voudra acheter nos céréales contaminées, franchement? Oui, à part le Japon, d'accord. Oui, bon. Donc, l'économie du pays, on est aussi un pays touristique. Franchement, si Flamanville pète, je ne sais pas qui voudra visiter encore le Mont-Saint-Michel. Hein. Alors, bien sûr, là, quand on sort l'économie, tonton, il vous dit « Ouais, enfin, t'exagères pas un petit peu, l'économie du pays. » Oui, tonton, l'économie du pays. D'ailleurs, la Cour des comptes a récemment sorti un petit rapport. Ils se sont amusés à calculer le coût d'un accident nucléaire en France. Oui, je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Hein. J'imagine un week-end entre collègues. Ils ne savaient pas quoi faire, ils se sont lâchés. Il y en a un qui a fait « Hé les gars, si on calculait le coût d'un accident nucléaire en France !»« Oh ouais, trop funky, sors une calculette, vas-y, ramène une bière !» Donc ils se sont lâchés. Alors la première chose, ils avaient besoin de s'échauffer. Ils ont calculé le coût des derniers accidents industriels en France. Donc ils avaient 2 exemples. Ils avaient AZF. Ça va, Toulouse, tout le monde connaît la catastrophe d'AZF. Et ils ont pris aussi l'Erika. Oui, la marée noire en Bretagne. Donc ils ont calculé chacune de ces catastrophes a coûté à l'État, c'est-à-dire à vous, 2 milliards d'euros. Chacune. Voilà. Du coup, ils ressortent les calculettes, ils disent, bon allez, on calcule maintenant. Non, pas trop compliqué, hein, pas Fukushima, 3 réacteurs trop compliqués, un seul réacteur, genre Tchernobyl, voilà. Ça coûterait combien? Et ils arrivent à la somme de 430 milliards d'euros. Et ils ajoutent, si on a du bol. Je n'y connais rien en chiffres. Pour les besoins du spectacle, je suis allé voir un économiste à qui j'ai dit, ça correspond à quoi? Et il me fait, oh là, 430 milliards, mais monsieur, ça c'est 10 ans de croissance. Vous êtes au courant qu'on a des petits problèmes de croissance en France? Ou sinon, c'est 20% du PIB français. En clair, si ça arrive, on est ruiné. Donc, tonton, je résume. L'industrie nucléaire menace la souveraineté alimentaire du pays, la sécurité sanitaire du pays, et sans rire, l'économie du pays. Et puis, spéciale dédicace pour toi, tonton. Tu m'as toujours dit, le nucléaire, on ne peut pas arrêter, c'est l'avenir. Et c'est le progrès. Il est vrai que tu vivais à une époque, c'est le problème quand on se trompe de main, en fait, on se retrouve à faire des trucs bizarres sur scène. Je vous rassure, je vais chercher un jeton, hein, voilà. Tonton, donc, tu as vécu à une époque où tes parents n'avaient même pas l'eau courante. Du coup, pour toi, le progrès, c'est quand les enfants peuvent espérer avoir une vie meilleure que leurs parents. Eh bien, tonton, je crois que l'industrie nucléaire menace même l'idée de progrès. Et du coup, ça fait 4 bonnes raisons de te dire « Oui, tonton, on va arrêter ». Et là, logiquement, le tonton, c'est réglé. Ça fait du bien. Bon, allez, on va aller vers la conclusion tous ensemble. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Vous avez des réactions différentes. Je discute souvent avec les spectateurs. Il y en a qui me disent « Oh, super ton spectacle là. Oh, je vais carrément aller militer là demain. Ouais, c'est sûr, j'y vais. »
Il y en a qui me disent « Oh là là, c'est un peu inquiétant votre truc, moi j'avais pas très envie de regarder tout ça. » Il y en a une majorité qui me disent « Ouais, c'est sympa, mais entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Albert Einstein, le père de l'atome, a dit « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. » EDF dépense tous les ans en communication 50 millions d'euros pour convaincre des gens comme mon tonton que le nucléaire est une énergie d'avenir. Par ailleurs, EDF a aussi tout un groupe de lobbyistes qui travaillent avec les députés pour essayer de les convaincre que le nucléaire est une énergie d'avenir. Du coup, si vous voulez faire quelque chose tout seul, là, comme ça, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc du coup, moi, je vous conseille de vous mettre à plusieurs. Pour faire quoi, avec qui, comment, je ne sais pas, ça vous appartient. Mais mettez-vous à plusieurs. Du coup, moi, je propose quand les lumières vont se rallumer. Il y a peut-être des spectateurs inconnus à côté de vous, des spectatrices, voilà. Je propose échanger vos numéros de portable. Du coup, si dans la semaine, vous avez une bonne idée, vous pourrez toujours appeler quelqu'un pour essayer de proposer un truc. Puis au pire, je me dis que par ce biais, j'aurais fait beaucoup pour l'épanouissement affectif et sexuel des célibataires qui sont dans cette salle. Bon, la conclusion, la vraie conclusion. Avec le metteur en scène, on s'est dit, il faudrait que ça ait un peu de panache. Du coup, on s'est dit, on pourrait citer un président de la République française. On a beaucoup réfléchi sur lequel. Finalement, on a rechoisi Valéry Giscard d'Estaing. Non, juste parce qu'il joue de l'accordéon. Son côté showman, ça nous a plu, le Yvette Horner de la politique. Et on a trouvé celle-ci. En 1978, Valéry Giscard d'Estaing a dit « Il ne saurait être question d'imposer au peuple français un programme nucléaire auquel il serait foncièrement opposé après avoir été complètement informé. » Mesdames et messieurs, j'ai eu à cœur ce soir de vous informer et de vous distraire. Eh bien, je crois que la suite nous appartient. Merci. Merci. À la lumière ce soir, EDF. Merci. Merci à eux.